présentation complète. Et alors bonjour à tous. Et alors tout d'abord, je tiens vraiment à remercier Monsieur Thierry Lenz et aussi l'ensemble de la Fondation pour me permettre de faire cette conférence ici. J'en suis très heureux parce que ça me permet justement de partager ces recherches qui me tiennent tant à cœur. Et je renouvelle encore une fois aussi la Fondation puisque, comme ça a été rappelé, en effet en 2023, j'ai eu le plaisir et l'honneur de figurer parmi les lauréats de leur bourse d'études. Et donc c'est évidemment ce qui explique ma présence ici ce soir. Donc, comme l'a dit Monsieur Lenz, vous tous et tous les Parisiens connaissent la rue Rambuteau qui relie l'église Saint-Eustache à l'hôtel de Soubise et à la rue des Francs-Bourgeois, mais généralement on ignore tout de l'individu qui se cache derrière ce nom. Or, cet individu, il est au cœur donc, de cette thèse que j'ai entamée en 2021 à Sorbonne Université sous la direction du professeur Barthélemy Jobert. Ces recherches, plus précisément, elles portent sur un ensemble patrimonial qui est le Paris de la monarchie de Juillet. Philibert Barthelot, comte de Rambuteau, c'est donc le préfet de la Seine de 1833 à 1848, puisqu'il quitte son poste avec la chute du régime. Et pour convoquer un nom qui nous est davantage familier, s'intéresser à Rambuteau, ça revient donc à étudier Haussmann avant Haussmann, cet emblématique préfet du temps de Napoléon III, dont les réalisations sont en partie tributaires de celles de son prédécesseur. En fait, je m'intéresse en effet à la manière dont Rambuteau et son administration ont conservé, modifié, puis modelé finalement le visage de la capitale. C'est un sujet qui est assez étendu au sens où il y est question aussi bien d'urbanisme que d'architecture, de peinture, de sculpture que de vitrail. Et l'étude de ce vaste corpus permet en fait de dégager des tendances générales au travers de chantiers qui sont en apparence assez différents. Ces réalisations, Rambuteau, il les aborde dans les mémoires qu'il a laissés. Il leur consacre tout un dernier chapitre qu'il a intitulé « Coup d'œil sur 15 années d'administration » et il débute son chapitre par les mots suivants. « J'arrive à la partie la plus laborieuse de ma carrière. Il faudrait, pour la dire toute, remuer bien des dossiers endormis déjà dans le lourd sommeil des archives. Je veux jeter un simple coup d'œil d'ensemble sur une œuvre à laquelle je me suis consacré sans trêve ni merci, et que j'aurais voulu encore plus féconde. On dira que c'est le tour du propriétaire. » Rien d'exhaustif donc, et ce tour d'horizon n'embrasse pas la totalité de ses réalisations. Les monuments édifiés, ceux qui sont restaurés, les commandes d'œuvres qui sont confiées à une pléthore d'artistes sont évoquées marginalement. Aussi, je me propose d'insister sur des réalisations qu'il aborde peu, voire qu'il n'aborde pas du tout. En somme, c'est un autre coup d'œil que je souhaite partager avec vous ce soir, davantage tourné vers les beaux-arts et les enjeux patrimoniaux qui avaient cours dans la capitale sous le règne de Louis-Philippe. Alors, ayant le nez un peu creux, je crois savoir que parmi l'assistance, il y a possiblement des personnes qui s'intéressent aux deux Napoléons, oncle et neveu. Aussi, pour ceux qui se sont rendus en 2016 au musée d'Orsay, vous vous souvenez que l'exposition spectaculaire Second Empire s'ouvrait sur une toile d'Ernest Meissonnier qui représentait l'intérieur du palais des Tuileries en ruine. C'était comme une invitation à retrouver ce que ce régime avait pu avoir de spectaculaire avant sa chute fracassante. Et aussi, ce que je vous montre ici, c'est l'intérieur d'un autre palais incendié durant les journées de mai 1871, celui de l'Hôtel de Ville, puisqu'il s'agit probablement du chantier le plus emblématique des années d'administration du comte de Rambuteau. Donc, je vous propose de partir des décombres de la Grande Galerie pour, d'une certaine manière, remonter le temps, lorsque l'Hôtel de Ville accueillait les grands événements festifs de la monarchie de Juillet. Pour commencer, il est tout à fait légitime de s'intéresser aux beaux-arts par le biais d'une administration comme la préfecture de la Seine. Au XIXe siècle, les contemporains avaient bien conscience de la place grandissante qu'occupaient les administrations pour ce qui relevait des grands chantiers monumentaux et du développement des beaux-arts. Les mentalités d'alors étaient convaincues que le récent héritage révolutionnaire avait d'une certaine manière mis un terme au fait du prince, c'est-à-dire que se développait de plus en plus un mécénat officiel dont étaient chargées des administrations qui devaient poursuivre, nous dit-on, un intérêt général. Donc, pour résumer hâtivement la situation d'un point de vue symbolique, il ne s'agissait plus de satisfaire les intérêts particuliers d'un dirigeant, mais bien de s'attacher à l'intérêt général. Et en fait, on trouve la conscience de ces changements de mentalité dans plusieurs sources d'époque, notamment dans un bref essai resté anonyme qui date du milieu des années 1830. On peut y lire que
le temps des protecteurs des beaux-arts n'est pas passé. Seulement la fonction de protéger, nous dirions même le devoir, a passé à d'autres mains. La nation est désormais chargée de ce soin comme de beaucoup d'autres. Et dans une autre source, on lit à propos de la ville de Paris, la magnificence qui n'était autrefois que le partage des rois commence à devenir le goût des particuliers qui, réunis en conseil d'une commune riche et puissante comme celle de Paris, peuvent pour un moment se croire roi aussi. Donc, concernant le cas parisien, nous sommes en présence d'un conseil municipal influent, mais ce dernier se trouvait dépendant de la préfecture de la Seine, qui avait à sa tête, assez logiquement, un préfet chargé d'administrer cette capitale. Et c'était donc un régime légal spécifique qui avait été adapté aux besoins de la ville. Ainsi, à ses habituelles prérogatives, le préfet de la Seine devait ajouter celle de maire de Paris, parce que cette absence de maire, elle se justifiait par le risque d'un excès d'indépendance de la part du premier magistrat d'une capitale qui était l'épicentre de nombreuses révoltes. Aussi, le cas de la ville de Paris, il est intéressant parce qu'en fait, il consacre le principe de tutelle de l'État sur la municipalité. La préfecture de la Seine, elle constitue donc un véritable fil rouge pour une majorité de chantiers parisiens. Le préfet, il pouvait s'impliquer personnellement et directement dans toutes les décisions prises, et Rambuteau n'a pas fait exception. S'il n'agissait pas seul et si naturellement il déléguait une partie conséquente de ses attributions à ses collaborateurs, c'est bien lui qui était la figure centrale de ces nombreux chantiers. C'est à lui qu'il appartenait d'agréer toute décision arrêtée, et de ce fait, il en endossait la responsabilité. Mais évidemment, il faut qu'on se demande pourquoi est-ce que c'est Rambuteau qui a été choisi pour devenir préfet de la Seine en 1833. Au début des années 1830, il avait de l'expérience, puisqu'il avait débuté sa carrière en qualité de chambellan de Napoléon, donc quelques années auparavant, puis il était devenu assez rapidement préfet dans les dernières années de l'Empire. Mais surtout, c'était un fidèle soutien du régime, puisqu'il avait soutenu l'avènement au trône du duc d'Orléans. Il avait été évincé du corps préfectoral lors de la seconde Restauration, puisqu'il s'était à nouveau rangé aux côtés de Napoléon durant les 100 jours. Et plus tard, devenu député en 1827, après avoir remporté largement les élections face à un certain Alphonse de Lamartine, il était l'un des signataires de l'adresse des 221 qui a été envoyée par la Chambre des députés à Charles X le 18 mars 1830 à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire. Cette adresse, elle exprimait la défiance de la majorité libérale de la Chambre à l'égard du ministère du prince de Polignac. Et donc, vous voyez, tous ces événements, c'est ce qui a permis à Rambuteau, en 1833, d'être choisi pour remplacer le comte de Bondy, auquel on reprochait de n'avoir pas su gérer la grande épidémie de choléra de 1832. Et comme Bondy avait de très mauvaises relations avec les membres du conseil municipal, eh bien, donc il saute, et c'est à partir de ce moment-là que la voie est libre pour Rambuteau. Et donc, en effet, le pouvoir royal voyait en Rambuteau un homme de confiance, à même d'appliquer, en l'adaptant, la politique du régime, puisque, en effet, la dépendance dans laquelle se trouvait la préfecture faisait que cette dernière fonctionnait d'une certaine manière en écho aux décisions étatiques. La présence de ce premier mécène de Paris, quoiqu'elle semble aujourd'hui bien discrète, si ce n'est anecdotique, elle se vérifie néanmoins en différents lieux de la ville. Donc, le meilleur exemple, c'est probablement la rue qui porte son nom. Cette fameuse rue Rambuteau, c'est la première percée d'une telle importance qui a été opérée à travers un tissu urbain dense. Et pour la mener à bien, il a fallu combiner expropriation et destruction conséquente. Et c'est bien pour honorer le préfet qu'on a décidé d'y adjoindre son nom. Mais Rambuteau, il a laissé sa trace en d'autres lieux de la ville, y compris au sein même des monuments parisiens. La chapelle de la Vierge à l'église Saint-Gervais-Saint-Protais avait bénéficié au milieu des années 1840 d'une restauration générale qui a fait date, et le vitrail d'Axe porte à cet effet une longue dédicace où le nom de Rambuteau est mis en avant. On y lit qu'en l'an 1845, sous l'administration du comte de Rambuteau, pair de France, préfet du département de la Seine, les anciens vitraux de cette chapelle ont été restaurés, etc. On peut également mentionner un autre hommage, plus rare dans une église paroissiale au XIXe siècle,
Après l'achèvement de Notre-Dame de Lorette, dans le quartier de la Nouvelle Athènes, l'une des chapelles latérales a été dédiée à saint Philibert, précisément pour honorer Philibert de Rambuteau. Et par ailleurs, en 1843, soit 10 ans après sa nomination, Rambuteau a été élu membre libre de l'Académie des Beaux-Arts. Il s'agissait d'une distinction visant en fait à sanctionner son statut de mécène. La symbolique était d'autant plus forte qu'il héritait du fauteuil occupé par le grand préfet de la fin de l'Empire et de toute la Restauration, le comte Chabrol de Volvic, qui venait juste de mourir. Donc en fait, on peut vraiment parler ici d'un mécénat héréditaire qui cherchait à être mis en relief avec cette élection. Ensuite, cette image qu'avaient ses contemporains d'un Rambuteau bâtisseur et protecteur des arts, elle se vérifie aussi lorsqu'on se plonge entre les pages des imprimés, notamment dans la presse satirique. Et vous avez en fait des revues comme le célèbre Charivari qui se sont régulièrement moquées de lui. Son personnage s'y a imposé à partir de 1840, et à partir de là, il ne se passe pas un mois, voire une semaine, sans que son nom ne soit moqué. Ce sont surtout les opérations d'urbanisme qui ont été retenues, puisque en fait, ça renvoyait à une réalité que tous les Parisiens connaissaient. Rambuteau, il est ainsi qualifié d'inventeur des rues bouleversées, de perfectionneur des précipices publics. Tantôt, on nous explique que les embellissements Rambuteau ont englouti un nombre incalculable de passants. Ailleurs, on nous explique qu'on devrait au moins le condamner à se promener une fois à travers ces malpropres embellissements. Ailleurs, Rambuteau devient un maçon de première classe, mais en fait, on nous explique immédiatement que en fait, c'est facile de jouer les constructeurs enthousiastes quand on le fait avec de l'argent public. Et donc, ces quelques articles, ils ne sont pas uniquement distrayants à considérer. Ils démontrent que Rambuteau, c'est une personnalité connue des Parisiens, ce n'est pas un administrateur obscur. Et ces articles, bien évidemment, ils versent dans l'exagération, souvent dans l'intention de nuire, mais il est pourtant vrai que les contemporains ont vécu, pour certains, les travaux de Rambuteau comme un grand bouleversement dans leur quotidien et qu'il pouvait en résulter des inconvénients. En témoigne par exemple cette lettre assez amusante de Talleyrand. Le diable boiteux s'y plaint que l'administration entreprend simultanément des travaux rue Saint-Florentin et Saint-Honoré, ce qui a pour effet de bloquer les accès à son hôtel. Il rappelle à Rambuteau que « mes mauvaises jambes ne me permettent pas d'aller à pied et ne pouvant plus sortir qu'en voiture, je me trouverai ainsi prisonnier chez moi. » Il lui demande donc de faire le nécessaire. Autrement, je n'aurai exactement d'autre issue que la fenêtre. Et bien évidemment, on a aussi énormément d'autres exemples de ce type, bon, parfois moins amusants, mais qui en fait nous font comprendre que Paris, il pouvait sembler déjà sans dessus-dessous, même avant l'arrivée d'Haussmann. Les 15 années passées par Rambuteau à la préfecture ont compté de très nombreux chantiers, que ce soit dans les quartiers anciens que l'on cherchait à moderniser et assainir, ou dans les nouveaux quartiers récemment lotis. Et en fait, il n'y aurait pas grand sens à tous les énumérer aujourd'hui, tant ils sont nombreux. Et c'est pourquoi je préfère en évoquer quelques-uns pour en fait tâcher de montrer comment Rambuteau et ses collaborateurs percevaient la ville, et aussi quels étaient les moyens par lesquels ils se proposaient d'y apporter des améliorations. Au début des années 1830, Paris, c'était encore un tissu urbain dense et ancien qui s'offrait au regard. Les édiles avaient bien conscience d'avoir face à eux une ville d'ancien régime dont la physionomie était encore largement tributaire d'un Paris médiéval. Et comme l'a si bien montré Rudfiori dans sa thèse publiée sous le titre « L'invention du vieux Paris », la perception dédoublée du Paris moderne et du Paris ancien n'est pas propre au XIXe. Cependant, il constitue un moment de bascule. C'est au XIXe où le Paris médiéval a commencé à faire l'objet d'une appréciation positive et plus uniquement négative. Or, les travaux d'urbanisme qui se multipliaient faisaient peser des risques sur les monuments hérités des périodes antérieures, puisqu'ils couraient le risque d'être sacrifiés aux nouveaux aménagements, notamment avec les percées et les alignements qui se sont multipliés. Et c'est donc une double question qui se pose, celle de la préservation et celle de l'utilité du vieux Paris. Les édifices vieux de plusieurs siècles étaient de plus en plus perçus comme des éléments qui participaient à la beauté de la capitale. Pour leur mise en valeur, leurs abords ont fait l'objet de nombreuses interventions.
Ces monuments, ils étaient souvent invisibilisés par des immeubles vétustes et des constructions clandestines. Aussi, la préfecture, elle a eu à cœur de supprimer ce qu'elle voyait comme une pollution visuelle. C'est ainsi que les abords de Saint-Germain-l'Auxerrois ont été dégagés, bien que l'édifice posait quelques soucis à la préfecture. Cette église, elle avait été saccagée en 1831 au cours d'une commémoration légitimiste, et pour ne pas réactiver le conflit, tout d'abord, la préfecture a décidé de fermer cette église et de n'y faire aucune réparation. La rénover aurait suscité le mécontentement des opposants aux valeurs que les Bourbons incarnaient à leurs yeux, et de la même manière, la raser, ça risquait d'attiser la colère des légitimistes. Mais passé une période d'apaisement de quelques années, la préfecture a mis sur pied un programme de travaux qui ne concernèrent d'abord que les abords de cette sorte de belle au bois dormant. Et donc, le clergé avait un ordre de priorité, lui, qui, en revanche, était différent. Et c'est ce qu'on comprend notamment avec cet extrait d'une lettre que l'archevêque avait adressée à Rambuteau. Il lui explique que « Je suis loin de combattre l'embellissement et l'assainissement des différents quartiers de la ville et l'isolement de l'Église désirable à plus d'un titre. Mais j'ai peine à voir que dans cette circonstance, on en ait fait une condition rigoureuse des secours que réclamait l'état si triste de cette Église. Il me semble qu'il eût été plus honorable pour tous d'engager notre reconnaissance en votant d'abord les réparations. » Donc l'archevêque, il faisait valoir le besoin de réhabiliter l'intérieur de l'Église, mais bon, il n'a pas obtenu satisfaction. Et donc avec cet exemple, on voit bien que permettre à nouveau l'exercice du culte, ce n'était pas la priorité. Il s'agissait avant tout de mettre en valeur un monument médiéval qui occupait une place stratégique dans la ville, puisqu'on est juste en face de l'imposante colonnade du Louvre. Et il fallut encore attendre quelques années pour que le culte y soit rétabli, mais cette fois-ci, c'est parce qu'en fait, le régime désirait s'approprier ce qui était une paroisse royale. Donc, on pense d'abord au monument comme une composante de la parure monumentale de la capitale. Les risques de destruction, ils ont aussi incité la préfecture à définir ce qui apparaissait digne d'intérêt pour ensuite agir en conséquence. Alors évidemment, plusieurs cas de figure pouvaient se présenter. D'abord, celui de la démolition pure et simple du monument. En 1837, l'église Saint-Pierre-aux-Bœufs a été sacrifiée pour permettre l'ouverture de la rue d'Arcole, mais face à son intérêt archéologique, Rambuteau a chargé les architectes Lassus et Gréterin d'en faire des relevés, et il leur a aussi confié le soin de démonter le portail pour qu'il soit ensuite appliqué sur la façade de l'église Saint-Séverin, où il se trouve encore aujourd'hui. Et donc on voit qu'ici, c'est une sorte de solution intermédiaire. La préfecture, elle préserve des fragments anciens en les réintroduisant ailleurs dans la ville. Autre perte, mais que cette fois-ci la préfecture a voulu empêcher, celui de l'hôtel de la Trémouille. Les propriétaires de l'édifice médiéval souhaitaient raser cet édifice pour en lotir les parcelles. Et pour l'empêcher, il fallait donc trouver une utilité qui pourrait justifier son rachat par la ville. On a donc décidé que l'hôtel deviendrait la mairie du 4e arrondissement. Les propriétaires acceptèrent, mais ils en profitèrent pour augmenter considérablement le prix de rachat de l'hôtel. Et donc là, c'est le conseil municipal qui a refusé de voter une somme jugée excessive. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que la bonne volonté de la préfecture, elle devait s'effacer face à un impératif budgétaire. Elle se refusait à dépasser les limites qu'elle s'était fixées à elle-même. Et donc, cette fois-ci, Rambuteau a appelé Viollet-le-Duc pour qu'il fasse les relevés de l'édifice. Et la préfecture est aussi parvenue à récupérer la tourelle de l'hôtel que vous voyez dans la partie gauche du premier dessin. Donc cette tourelle, elle a été démontée pour ensuite être donnée à l'école des Beaux-Arts. Elle a été remontée donc dans la cour de cette dernière. Et donc là encore, on verse dans cette idée du faute de mieux. Ces monuments qui sont mis à bas, qui sont morcelés ou profondément altérés, ils ont directement amené à la création du musée de Cluny, et la préfecture a aussi joué un rôle en la matière. Donc, ce musée, vous le savez, il est formé de l'hôtel de Cluny et de thermes romaines connues sous le nom de thermes de Julien. L'ancienne résidence des abbés de Cluny était occupée par Alexandre du Sommerard, un collectionneur passionné d'artefacts médiévaux en tout genre, et accolé donc à ce bâtiment, le palais des Thermes, lui, était aussi aux mains de particuliers,
Et c'est Rambuteau qui a fait racheter les thermes par la ville en 1836 pour en garantir la préservation. On tenait en effet à conserver un monument qui se rattachait directement aux origines de Lutèce, ce qui était assez rare à Paris. Mais cette acquisition, elle ne visait pas uniquement à préserver le bâtiment. Il y avait le projet d'en faire un dépôt lapidaire, comprendre un musée municipal où les vestiges de monuments parisiens détruits et les fragments retrouvés par hasard au cours des travaux d'urbanisme pourraient trouver un asile. Ces vestiges, ils seraient donc à la fois conservés et exposés, formant progressivement une vaste collection accessible aux curieux comme aux érudits. Et c'est quelques années plus tard que, finalement, il a été décidé que les thermes et l'hôtel seraient réunis pour former un musée non plus municipal mais national. Et donc c'est à ce moment-là, en 1843, que la préfecture a donné les thermes et ses collections lapidaires à l'État. Il arrivait aussi que des solutions heureuses soient trouvées pour ce vieux Paris. La tour Saint-Jacques, ancien clocher de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, a été elle aussi achetée par la ville en 1836 pour garantir sa préservation. Cette acquisition, elle a été permise dans la mesure où une utilité lui avait été trouvée. La tour était pensée non pas comme un vestige isolé, mais comme un élément patrimonial intégrant le tissu urbain. Et c'est ce que Rambuteau souligne dans un de ses comptes rendus. Il écrit « L'administration municipale, dont la sollicitude embrasse tout ce qui peut contribuer à la splendeur de la capitale, vient, dans l'intérêt des arts, de faire l'acquisition de la tour. Cette tour est destinée à contribuer un jour à l'embellissement d'un quartier jusqu'ici fort encombré et auquel les percements projetés par l'administration donneront d'ici à quelques années un nouvel aspect. » Donc, l'intérêt esthétique et historique de la tour a été un argument pour légitimer sa sauvegarde, mais Rambuteau, il insiste tout autant sur sa capacité à intégrer la ville moderne. L'achat de la tour, qui est réduite au rang d'ornement urbain, c'était la première étape d'un projet urbanistique que Rambuteau n'a pas eu le temps de concrétiser, mais qui devait permettre d'assainir et de rationaliser tout un quartier. La tour, c'en était l'élément structurant, un point de repère visuel qui organisait son environnement. Et elle était aussi une valeur ajoutée pour les habitations environnantes, et Daumier ne s'y est pas trompé lorsqu'il a représenté non sans humour un propriétaire qui fait visiter une mansarde qu'on imagine exiguë, et depuis l'étroite lucarne, il s'exclame « De ce côté-là, vous voyez la tour Saint-Jacques-la-Boucherie ». Donc, le sort de la tour démontre la conscience qu'avait l'administration du potentiel des monuments anciens qui devenait un moyen de structurer un paysage urbain. La préservation des monuments médiévaux, elle avait tendance à faire l'unanimité, même si des issues malheureuses pouvaient advenir. Mais pour ce qui était de la conservation d'édifices plus récents, c'était une question encore plus délicate. Et à cet égard, le cas de Saint-Sulpice est révélateur. Alors je le précise d'emblée, il ne s'est finalement rien passé, mais en fait il y a eu tout un débat qui s'est fait jour pour savoir comment il fallait traiter ce monument. À partir de 1836, la préfecture s'est intéressée à l'asymétrie de cette façade qui a été laissée inachevée, et en fait elle souhaitait terminer la tour dite du Midi, qui est à droite sur l'image. Mais c'est alors qu'un bras de fer s'est engagé entre la préfecture et la paroisse. C'est la préfecture, propriétaire de l'église, qui emportait toujours le dernier mot, mais la paroisse, c'est-à-dire le curé et ses fabriciens, ils restaient toujours consultés. La préfecture, elle souhaitait conserver la symétrie de la façade en faisant juste exécuter les ornements de la tour du Midi, alors que la paroisse, elle souhaitait qu'on reproduise à l'identique la tour du Nord. Et à cette occasion, en fait, la préfecture, elle a été obligée de s'en remettre au Conseil des bâtiments civils, qui, en la matière, a joué le rôle d'arbitre. Ce conseil, il dépendait du ministère de l'Intérieur, et en fait, c'était un organe qui avait été créé parce qu'il permettait à l'État d'avoir toujours une tutelle sur tous les chantiers auxquels on consacrait de l'argent public. Et donc, face à cette situation, la préfecture a fait entreprendre des recherches en archives pour reconstituer la chronologie d'un chantier un peu complexe. On pourrait presque dire que cette préfecture, elle joue un peu les historiens de l'art. Et donc, je passe sur les nombreux détails du chantier.
Mais pour le résumer, c'est d'abord à Servandoni que l'érection de la façade a été confiée dans les années 1730, et même après sa mort, on a continué à suivre ses plans. Donc la tour du Midi, elle correspond au projet de Servandoni. Puis, en 1762, Chalgrin est appelé pour modifier les tours afin de monumentaliser la façade. Il a eu le temps de modifier la tour nord, et donc cette dernière, elle est plus récente que la tour du Midi. Dans les années 1780, en revanche, l'argent vient à manquer, le chantier ralentit, puis il est finalement interrompu par la Révolution. Et donc, à la vue de tous ces éléments qui ont été portés à la connaissance du Conseil des bâtiments civils, eh bien, ce dernier a décidé de trancher en faveur de la préfecture, et donc en faveur de l'asymétrie des tours. Cette opposition entre préfecture et paroisse, elle est intéressante à considérer, parce qu'en fait, elle traduit deux sensibilités patrimoniales qui sont complètement opposées. Et c'est ce qu'avait bien compris le Conseil des bâtiments civils. C'est ce qu'il indique dans un de ses rapports. Deux opinions sont en présence, dont le Conseil de la Seine, se fondant sur les intérêts de l'art et le respect dû aux œuvres des maîtres, et voudrait poursuivre les dessins originels de Servandoni en terminant la tour du Midi conformément à ce dessin. L'autre, c'est-à-dire la paroisse, faisant passer avant tout l'ensemble du monument et trouvant les formes de la tour du Nord exécutées sur le dessin de Chalgrin plus en harmonie avec le style de la façade, préférerait qu'on exécutât celle du Midi sur le même modèle que celle du Nord. Donc on voit bien que la préfecture, elle s'attachait à la conservation d'une composante de l'édifice, tandis que la fabrique, elle songeait à l'harmonie globale du monument. Insatisfaite, la paroisse a continué à plaider sa cause en affirmant que le Conseil s'était fourvoyé. L'avis adopté a été qu'il fallait conserver au monument son caractère d'antiquité. En vérité, la personne qui a émis cette opinion et qui l'a soutenue avec une persévérance remarquable n'a sans doute pas voulu se rappeler qu'un monument qui n'a pas encore 100 ans n'est pas ancien. Donc là, les fabriciens, ils insistent sur le fait que l'église, elle n'était pas suffisamment ancienne pour que lui soit appliquée une décision davantage conforme à un monument médiéval. Et ils poursuivent, il n'y a pas à faire application au monument moderne de l'église Saint-Sulpice des règles qui doivent être religieusement observées, nous le reconnaissons avec lui, pour la conservation des monuments antiques, même avec leurs imperfections, parce qu'elles portent avec elles le cachet de l'époque et sont souvent autant de documents historiques. Donc on voit bien que la paroisse, elle ne faisait pas la critique d'une méthode qui se généralisait en faveur de la conservation des édifices anciens. Elle ne contestait pas non plus à Saint-Sulpice sa qualité de monument, bien au contraire, elle l'a revendiquée. En revanche, elle désapprouvait que l'église soit considérée comme un monument ancien, donc comprendre un élément patrimonial. En réclamant la poursuite du projet de Chalgrin, elle s'appuyait bien sur une vision rationaliste du monument en invoquant son harmonie générale. Pour autant, la préfecture n'est pas revenue sur sa décision, cette décision qui revient à intégrer Saint-Sulpice à ce patrimoine parisien qui était en cours de définition. Et en fait, sa démarche est vraiment novatrice à l'égard d'une façade qui, comme l'ont souligné les fabriciens, n'avait pas encore fêté son centenaire. Mais c'est la réputation de Servandoni, plus que la datation de la tour, qui explique ce choix. Cependant, cette décision de la préfecture, elle n'obéit certainement pas à sa seule sensibilité patrimoniale. Achever la tour du Midi en se contentant de faire sculpter ses ornements, c'était surtout, en réalité, une solution bien moins coûteuse par rapport au projet de Chalgrin. La préfecture, elle veillait au bon équilibre des finances, et c'est donc très probablement cet argument qui a motivé sa décision. D'ailleurs, le coût de l'opération a provoqué son ajournement, et puis finalement, cet ajournement, il s'est mué en un abandon pur et simple, raison pour laquelle cette tour, elle est restée dans l'état où Rambuteau l'a connue. Pour autant, c'est très intéressant de considérer cette ultime tentative d'achèvement du fait de la nature même des arguments qui ont été développés. Ils attestent en fait que préfecture et paroisse, ils étaient pleinement conscients des débats et des nouveaux enjeux portant sur un patrimoine qui était en fait en train d'être inventé par leurs contemporains. Outre ces quelques monuments anciens, il y a eu bien entendu des édifices érigés ex nihilo, tels que des écoles, des halles, des marchés, des abattoirs, des prisons, des hospices ou encore des hôpitaux.
Et les églises nouvellement construites illustrent aussi très bien le fort dynamisme de la préfecture. Ces églises, elles aidaient à donner un sens à l'urbanisation de nouveaux quartiers, avant même qu'il ne soit parfois question de reconfigurer un équipement paroissial. Et ce phénomène, il s'est traduit sur le plan visuel par l'affirmation de l'Église au sein de son environnement. Les églises construites sous la Restauration, elles étaient similaires à celles élevées à la fin de l'Ancien Régime. Elles restent discrètes dans leur environnement, elles sont basses et elles sont enserrées dans le tissu urbain, ce qui en fait nous empêche de les voir à une grande distance. Leurs clochers, ils sont aussi difficiles à apercevoir, ils ont souvent des dimensions restreintes et ils sont souvent rejetés à l'arrière de l'édifice. A l'inverse, les églises de la monarchie de Juillet, elles correspondent à une conquête progressive de leur environnement, et il faut songer en particulier à Sainte-Clotilde et Saint-Vincent de Paul. Elles sont de vastes dimensions et elles passent difficilement inaperçues avec leurs imposantes tours qui sont situées au niveau de la façade principale. Et Saint-Vincent de Paul, cette église, elle est même implantée sur une hauteur, sur une petite butte. Et en fait, les façades des immeubles qui forment la place devant l'église, elles semblent être toutes orientées dans sa direction, ce qui renforce l'impression qu'elle est vraiment l'élément qui organise son environnement. Cette monumentalisation, elle correspond certes à un triomphe de la religion dans l'espace public, mais en fait, ce serait une erreur de se satisfaire de cette seule explication. Dans les nombreux commentaires qui sont faits, il ressort régulièrement que l'une des préoccupations majeures concerne l'éclat de Paris aux yeux de l'étranger. Il faut impressionner le voyageur qui séjourne à Paris, il faut surpasser les autres capitales européennes. Et ce besoin de faire mieux que le voisin se retrouve chez Rambuteau lui-même. En 1845, il fait un voyage d'études en Angleterre et alors qu'il est en train d'arpenter la capitale britannique, il consigne ses réflexions. Il écrit notamment « Ce qui frappe à Londres, comme dans les environs, c'est le grand nombre de clochers. J'en ai compté 27 du haut de la galerie Saint-Paul sur un seul côté. Seulement, la plupart appartiennent à des églises sans étendue et sans décoration, surtout à l'intérieur. En général, à Londres, on voit qu'on a payé force maçons et architectes, mais il y a bien peu de monuments dignes d'admiration. » Et donc on constate vraiment ici cette concurrence entre capitales. On remarque aussi l'importance du clocher en tant que signalétique visuelle. De nombreuses églises avaient été détruites à Paris pendant la Révolution, bien des clochers avaient été abattus, mais c'est à compter de la monarchie de Juillet qu'ils vont recommencer à s'élever à travers différents quartiers. Mais cette concurrence internationale, elle poussait également à innover, et c'est ce qu'a fait notamment Hittorf à Saint-Vincent de Paul avec l'accès aux monuments. Vous le voyez ici, vous avez une grande double rampe qui permettait aux fidèles fortunés d'accéder directement à l'église en calèche. Et ça, c'est un dispositif qui a été très souvent critiqué. En témoigne par exemple cet article. Il paraîtrait convenable, et l'on eût entendu autrefois, que le fidèle gravit péniblement et sous l'ardeur du soleil les degrés du temple catholique, de ce temple redoutable où les princes arrivaient souvent pieds nus et la corde au cou. Aujourd'hui, on y est doucement porté et on passe sans transition des moelleux coussins d'un coupé dans une nef élégante, chauffée et parquetée. Donc, il ne faut jamais prendre au pied de la lettre l'opinion des critiques qui manquent toujours de mesure, mais on comprend que cette innovation, elle est plus dérangée. En fait, on s'attendrait à la trouver davantage pour un théâtre ou un opéra, c'est-à-dire un lieu de divertissement dévolu à une frange aisée de la société. On remarque également le désaveu d'un faste qui est jugé excessif. Et généralement, le clergé affectataire se félicitait de l'ampleur de tels travaux et des sommes conséquentes que la préfecture y consacrait. Mais beaucoup de plaintes se sont élevées de la part de personnalités qui s'étaient érigées en défenseurs acharnés du catholicisme. Le comte de Montalembert, par exemple, il n'a eu de cesse de réprouver ces excès, critiquant ce qu'il qualifie de magnificence de mauvaise aloi, ou encore il parle d'une profusion d'ornements suspects et coûteux. Et sa pensée, elle peut se résumer par les mots suivants. Dans ces églises aussi somptueuses, les pauvres ne trouvent pas leur place. Il semble en vérité qu'elles soient trop riches pour y laisser entrer les pauvres. Donnez-nous des églises moins riches, mais plus vastes et plus nombreuses. Donc ces nouvelles églises,
elle n'aurait pas complètement correspondu aux impératifs de la reconquête religieuse souhaitée par une frange importante des catholiques. Pour Montalembert, il aurait été souhaitable qu'avec le même budget, on construise davantage d'églises pour permettre l'accueil de fidèles toujours plus nombreux, à une époque où la population parisienne connaissait une croissance inédite. Il faut aussi mentionner un chantier vraiment majeur des années Rambuteau, l'agrandissement de l'hôtel de ville. Et ici, je parle bien du monument qui a disparu dans un incendie pendant la Commune et qu'il faut différencier de l'édifice actuel qui a été donc reconstruit sous la Troisième République. Cet ancien hôtel de ville, il avait été jugé trop exigu au XVIIIe siècle et plusieurs projets proposaient de le remplacer. Avec Rambuteau, il a été décidé non pas de le supprimer, mais de le préserver en l'insérant dans une nouvelle enveloppe de pierre. Et c'est ce qui est visible ici. Vous voyez d'abord l'ancienne structure qui a été conservée et qui est indiquée en rouge. Et ensuite, ici, vous voyez comment les nouvelles ailes sont venues s'y greffer pour l'agrandir. Il fallait respecter le monument d'origine en adoptant un style similaire. Et c'était donc en fait une manière d'imbriquer harmonieusement un monument moderne et un monument ancien. Jusqu'alors, l'hôtel de ville, il était enserré dans des constructions particulières. Et donc d'abord, il a fallu l'en dégager entièrement en recourant à l'expropriation pour ensuite détruire tout un quartier populeux qui se trouvait à proximité. Et une fois les nouvelles ailes élevées, une grille est venue l'encercler pour tenir les piétons à distance. C'était en fait une pratique devenue habituelle dès lors qu'on faisait ces opérations de dégagement. Et cette mise à distance, elle se traduit également par le fait que l'arcade Saint-Jean a cessé à ce moment-là d'être une voie publique, devenant un accès à l'une des cours du monument, cour depuis laquelle on pouvait notamment accéder aux appartements privés que Rambuteau s'était fait aménager. Donc ici, on voit bien que la préfecture, elle cherchait à appliquer les mêmes mesures à des monuments aux fonctions pourtant très différentes. Elle les considérait indistinctement comme des sortes de bibelots gigantesques desquels dépendait la beauté et la dignité de la capitale. Toutefois, la grande attention portée à l'hôtel de ville trouve à s'expliquer par la forte symbolique qui lui était attachée. Ces agrandissements, ils devaient permettre d'accueillir davantage de services administratifs, mais aussi de soutenir le prestige de la ville. Et plusieurs commentateurs ont d'ailleurs critiqué la trop grande importance accordée aux espaces de réception. Ce sont en effet plusieurs salons qui ont été créés, ainsi qu'une vaste salle des fêtes qui servait à accueillir de nombreux événements officiels, tels que les bals de la préfecture. Et c'est ici qu'il est intéressant de relier Rambuteau, ce préfet de Cher, à son monument de pierre, puisque d'une certaine manière, l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Récemment, l'historien Pierre Carrila-Cohen a livré une étude qui porte sur l'image de l'autorité préfectorale au XIXe siècle, et il a montré que, je le paraphrase ici, construire une autorité considérée comme légitime par la population a nécessité un travail institutionnel et individuel permanent, et pour ce faire, il a fallu mener un travail de représentation et de séduction. Donc Rambuteau, comme les autres préfets, il a dû user d'un charisme de fonction. Le prestige de sa fonction, si ce n'est de sa personne, il se trouvait, comme ainsi dire, rehaussé par un monument qui constituait à la fois son lieu de travail et son lieu de vie. C'est entre les murs de l'hôtel de ville qu'il pouvait organiser les grands bals qui lui permettaient de se faire l'hôte des élites du pays et du reste de l'Europe. Et ces bals, ils avaient précisément une utilité politique, puisqu'ils permettaient de mettre en contact certaines personnalités qui ne se rencontraient pas forcément ailleurs. Les agrandissements, ils permirent donc de donner à ces bals une ampleur inédite, d'accueillir une société plus importante, et donc d'une certaine manière de démocratiser ces événements, même si par démocratiser, j'entends ici le fait d'ouvrir les portes de l'hôtel de ville à une élite élargie. Désormais, la haute bourgeoisie, elle avait ses entrées à l'hôtel de ville et elle pouvait désormais se retrouver aux côtés de la grande aristocratie. Bien entendu, urbanisme et architecture, ce ne sont pas les seules composantes de la politique rambusienne. Les œuvres d'art y occupent elles aussi une place importante. Et pour s'assurer un contrôle total, la préfecture préférait recourir à la commande. Très vite, elle a délaissé les acquisitions. Des commissions ont rapidement été mises sur pied pour encadrer le travail des artistes, parfois au désespoir de ces derniers qui espéraient malgré tout une plus grande liberté.
Et donc, tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que le recours à la commande a permis à la préfecture de se démarquer très tôt des autres administrations, compte tenu de son grand investissement dans le développement de nouvelles techniques de décor. Les monuments parisiens, ils ont ainsi transformé la ville en une sorte d'atelier expérimental, et cette dynamique, elle avait été impulsée par le comte de Chabrol de Volvic sous la Restauration, et c'est Rambuteau qui est venu pour concrétiser toutes ces recherches. La préfecture, elle a fourni des efforts considérables pour retrouver les techniques de peinture murale tombées en déshérence au siècle précédent. Fresques, peinture à la cire sur enduit ou encore à l'encaustique, ce sont toutes ces techniques qui ont considérablement occupé nos artistes. Et les premières ont donc été commandées par Chabrol. La fresque a notamment été expérimentée dans les chapelles de Saint-Sulpice. Mais à ce moment-là, sous la Restauration, la préfecture, elle continuait d'acheter plusieurs tableaux. Et donc, il fallait vraiment attendre l'arrivée de Rambuteau pour systématiser le recours à la peinture murale. En effet, la quasi-intégralité des peintures réalisées sous Rambuteau l'ont été à même les murailles des monuments. Et dans ses mémoires, il a tendance à gommer le rôle joué par son prédécesseur, écrivant par exemple au sujet de Notre-Dame de Lorette « Quant aux peintures murales, très réussies, elles me donnèrent l'idée d'en décorer pareillement les autres églises et de les substituer aux tableaux commandés par la ville. » Cette spécialisation dans les grands décors muraux, elle a vraiment participé à établir la réputation de la préfecture. Et en fait, cette administration, elle a même fait une tentative pour déplacer la peinture murale dans la rue, dans l'espace public. Elle avait chargé Victor Motès de décorer le porche de Saint-Germain-l'Auxerrois. Alors la grande fragilité de ce décor ne nous l'a pas conservé, mais on peut encore s'en faire une idée avec ce modello que je vous montre et qui est entré assez récemment dans les collections du Petit Palais. Ensuite, l'autre technique redécouverte, c'est celle du vitrail. Là encore, des recherches que je ne détaille pas avaient été entreprises du temps de Chabrol. Rambuteau est venu les poursuivre. Et il faut avoir à l'esprit que les techniques de vitrail étaient en partie perdues en France. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on s'était détourné des verres colorés et beaucoup de verrières anciennes avaient été remplacées par de la vitrerie incolore parce qu'on souhaitait laisser pénétrer la lumière naturelle à grand flot dans les édifices. En 1838, une commande vraiment fondamentale a été passée pour Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est ce vitrail de la Passion copié sur ceux de la Sainte-Chapelle. L'initiative en revient au curé, mais le succès obtenu a immédiatement poussé Rambuteau à commander des vitraux pour les 3 baies du fond du chœur. Puis, dès 1844, c'est un ensemble de 14 vitraux qui étaient installés dans l'église et au même moment, on projetait de faire une commande de 27 vitraux. Et vraiment, à Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est le premier chantier où on a restitué des vitraux qu'on peut qualifier d'archéologiques. Et donc, c'est la première fois que ça arrive à Paris, dans un lieu de culte parisien. Et nous sommes même ici avant les interventions à la Sainte-Chapelle, qui sont pourtant souvent mentionnées comme la première occurrence en la matière. Enfin, une autre technique qui n'a pas été redécouverte, mais qui a été bien inventée, c'est la peinture sur lave émaillée. Alors celle-ci, c'est vraiment une invention parisienne qui nous aide à comprendre que la capitale française, elle participait à une véritable émulation collective avec les autres grands centres urbains européens, et le tout vraiment dans une visée nationaliste. L'avantage de cette technique, c'était sa grande résistance, puisqu'elle permettait d'introduire de la polychromie à l'extérieur des édifices. Et Hittorf a été très intéressé par cette technique. Et au début des années 1830, il a cherché à développer un marché en Allemagne en envoyant des échantillons à Berlin. Mais ici, l'architecte avait commis une imprudence. On l'informa que la peinture sur lave émaillée allait être employée à Potsdam, ville de résidence des rois de Prusse, mais qu'on allait pour autant se passer de ses services. Donc voilà, grosse bêtise de la part d'Hittorf. Et il devenait alors urgent pour l'administration parisienne de faire réaliser des œuvres à grande échelle selon cette technique. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle Hittorf a écrit à Rambuteau pour, si vous voulez, insister davantage. Il lui écrit « C'est donc le moment, monsieur le préfet, que l'administration municipale, si méritante déjà pour les travaux d'art de tout genre qu'elle ne cesse d'encourager, s'honore de la glorieuse mission de faire exécuter la première, d'une manière digne, la peinture sur lave émaillée.
Le mur du fond du porche de la nouvelle église Saint-Vincent de Paul offre toutes les conditions pour une pareille opération. Et c'est donc ce qui a été décidé. 3 travées extérieures ont été décorées et la première plaque commandée qui figure la Trinité, c'est une commande qui date de Rambuteau et les autres plaques ont ensuite été réalisées pendant l'administration d'Haussmann. Toutes ces techniques, elles ont donné à la préfecture une position de premier ordre dans la création contemporaine et ça lui a permis de rassembler sous sa coupe une grande variété de profils. Ainsi, tous les monuments étaient susceptibles de former une sorte de réseau muséal où curieux et amateurs avaient leurs entrées et pouvaient admirer les réalisations d'artistes à la réputation déjà solide ou bien découvrir les créations de jeunes noms en partie inconnus. Donc ces monuments-musées, comme on pourrait les appeler, ils pouvaient faire également concurrence à d'autres institutions et à d'autres manifestations artistiques, à commencer par le Salon, cette vaste exposition d'art contemporain qui prenait place au sein du Louvre. Et c'est précisément cet argument que défend encore Hittorf lorsqu'il presse Maréchal de Metz pour que cet artiste ne perde pas de temps dans la réalisation des vitraux de Saint-Vincent de Paul. Il lui écrit « Ne vous inquiétez surtout pas, je vous prie, du Salon. Ce n'est pas dans une exhibition au Louvre qu'il faut chercher votre succès, c'est à Saint-Vincent de Paul. C'est là votre musée. C'est là qu'il faut qu'on aille vous admirer et que votre nom soit glorifié. J'ai été peiné qu'un artiste comme vous ait pensé à une exposition partielle et dans un local étranger, lorsque votre travail offre un ensemble aussi important et a une destination aussi spéciale. » Donc dans cette lettre, Hittorf insiste sur le fait qu'une œuvre, elle est forcément plus en valeur lorsqu'elle se trouve dans le lieu pour lequel elle a été créée, dans lequel elle va rester visible en permanence, tandis que le Salon, c'est une exposition temporaire où les œuvres à touche-touche risquent d'être éclipsées. Et donc, pour le dire autrement, c'est une façon pour Hittorf d'exhorter les artistes à concourir à la réalisation de l'œuvre d'art totale que forme un monument. Et donc, vous voyez, tout ça, ça nous aide à comprendre que, en fait, de très nombreux artistes, eh bien, ils avaient envie d'obtenir des commandes de la préfecture. Mais leur grande disparité mérite aussi qu'on s'y arrête un peu. La question importante à se poser, c'est de savoir si la préfecture s'adressait à des artistes sans trop se soucier de leur profil, ou bien si cette variété, elle, correspondait à un dessein arrêté. Tout d'abord, il faut remarquer que certains noms reviennent avec régularité tout au long de la monarchie de Juillet. Il y avait certains habitués, pourrait-on dire, comme par exemple Édouard Picot ou encore le peintre Abel de Pujol. Déjà sous la Restauration, Abel de Pujol avait figuré parmi les 3 artistes qui avaient pu expérimenter la technique de la fresque à Saint-Sulpice. Et il s'était également fait connaître par sa maîtrise de la grisaille, ce qui lui permit d'obtenir le décor du chœur de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle sous Chabrol, puis celui du décor de Saint-Denis du Saint-Sacrement pendant l'administration de Rambuteau. Et Abel de Pujol, c'était un artiste qui avait conscience de devoir toute sa carrière aux différentes administrations qui l'ont employé. Et on peut notamment penser à ces propos qui ont été rapportés par Charles Blanc. « Dans ma longue carrière d'artiste, je n'ai pas vendu un pouce de peinture au public. Et si je n'avais pas eu pour mécène le directeur des Beaux-Arts et le préfet de Paris, je serais certainement mort de faim. » Mais il est un artiste en particulier qui aurait dû laisser sa trace dans les monuments parisiens, et il s'agit de Ingres. Ingres, c'est probablement l'artiste qui a été le plus désiré par la préfecture, puisqu'il s'est vu confier de nombreuses commandes d'importance. Ces commandes, à chaque fois, elles ont trouvé un écho très favorable chez ce peintre qui rêvait de s'essayer au grand décor, et il y voyait de son propre aveu l'occasion unique. Cette occasion grâce à laquelle nos grands peintres ont créé tant de belles choses, l'occasion qui a fait Napoléon. Donc on comprend que Ingres était vraiment très motivé. Mais pourtant, il s'en est toujours dégagé à l'issue de périodes de doute, d'hésitation et de crainte. Donc déjà en 1825, il était question de lui confier une chapelle à Saint-Sulpice, puis plus tard en 1834, on envisageait de lui confier la voûte de l'abside de Notre-Dame de Lorette. Et donc à chaque fois, il accepte. Puis il abandonne. Et malgré tous ces abandons à répétition, c'est quand même assez curieux parce que la confiance placée en Ingres ne s'est pas érodée, puisque le conseil municipal votait en 1845, à la demande de Rambuteau, un budget de 200 000 francs,
ce qui est vraiment colossal, pour la décoration de Saint-Vincent de Paul. Donc, excusez-moi. Donc, si Ingres a fait montre d'enthousiasme et a assuré que les délais imposés n'étaient pas une contrainte, l'impatience de Rambuteau s'est pourtant fait sentir à l'issue de 2 années restées improductives. Le 18 février 1847, notre édile réclame des nouvelles de l'avancée du projet. Aucune esquisse n'avait encore été soumise, alors que c'était quelque chose que l'administration exigeait avant de donner son aval. Et Ingres se voulut rassurant, certifiant que, je le cite, « Depuis le jour où j'ai pris l'engagement de peindre l'église, je m'en suis constamment occupé et très sérieusement. » Et ailleurs dans la lettre, il réclame encore plus de confiance de la part du conseil municipal. Il conclut en assurant Rambuteau que les magnifiques travaux dont par votre honorable choix la ville de Paris m'a confié l'exécution ne seront jamais ni oubliés ni ajournés. Et pourtant, l'absence d'esquisse chez Ingres nous fait comprendre qu'il fabulait, et c'est aussi ce que démontre sa lettre suivante, datée du 10 mars 1847, c'est-à-dire envoyée à peine 2 semaines après la précédente. Là encore, Ingres a pris peur, il renonce, et donc il dit à notre cher Rambuteau, « Il ne me reste plus, monsieur le préfet, qu'à vous prier de me rendre ma parole et de charger un autre artiste de peindre l'église. En agissant ainsi, je crois donner à l'administration avec laquelle j'ai le malheur de ne pas m'entendre la preuve d'un grand désintéressement, et en même temps un moyen de lui épargner, et à moi aussi, des ennuis involontaires. » Donc c'est très gentil à lui, parce qu'au bout de 2 ans, il se dit qu'il faudrait peut-être épargner des ennuis involontaires à la préfecture. Donc Ingres, il occupe une place particulière dans les commandes de la préfecture, parce qu'il en constitue probablement la plus grosse déception. Et il faut se demander pourquoi la préfecture tenait tant à le faire travailler. Les raisons sont nombreuses, et parmi toutes ces raisons, il faut se dire que la préfecture voulait s'adresser à un artiste qui avait une carrière bien établie, qui était aussi apprécié par la famille royale, mais surtout, depuis plusieurs années, Ingres refusait d'exposer au salon. Et donc la présentation d'un décor dû à sa palette aurait créé l'événement. On aurait trouvé dans une église ce qui restait absent des 6 messes du salon. Et de son côté, Ingres voulait vraiment réussir, il était vraiment motivé, mais on voit bien qu'il était frappé d'une véritable incapacité. Les rares décors de sa carrière, au Palais du Quirinal, au Louvre ou plus tardivement à l'Hôtel de Ville, ils n'ont jamais été réalisés in situ, mais dans son atelier, sur des toiles qui ont été ultérieurement installées. Donc, ces œuvres, elles ne répondent pas véritablement aux exigences du grand décor, et on est même davantage dans une logique de tableau de chevalet. Sa seule exception, c'est la peinture murale du château de Dampierre qu'il a réalisée pour le duc de Luynes, mais c'est une commande qu'il laissa inachevée, amenant l'architecte Duban à le comparer, je cite, à un vulgaire polisson. Donc Ingres, c'est le grand exclu des églises parisiennes, alors que sa place y était réservée de longue date. Néanmoins, il y reste présent par le biais de ses élèves. On trouve Hippolyte et Paul Flandrin, Henri Lehmann, Amaury Duval, Victor Motez, pour ne citer que, parce qu'il y en a bien d'autres. Et en fait, Ingres avait converti ces derniers aux espérances du grand décor, et il leur était d'autant plus facile d'obtenir des commandes qu'Ingres comptait 2 amis proches du côté de la préfecture, le conseiller municipal Édouard Gâteau et le chef de la division des Beaux-Arts, Augustin Varcollier. Donc ces 2 individus étaient bien positionnés pour attribuer des commandes. Et en 1841, un autre soutien d'Ingres était en mesure de favoriser ses élèves, l'architecte Victor Baltard, qui supervisait les programmes décoratifs des églises parisiennes. Ces élèves d'Ingres, ils intégraient des jeunes recrues assez nombreuses. La préfecture, elle était réputée depuis la Restauration pour accorder de nombreux chantiers aux jeunes artistes qui revenaient de Rome. Et donc c'est une tendance qui s'est poursuivie assez longtemps. C'était à la fois une manière pour la préfecture de se présenter comme un soutien des jeunes artistes en leur offrant la possibilité de montrer de quoi ils étaient capables, mais c'était aussi un moyen d'obtenir une main-d'œuvre à moindre coût. Et donc vous voyez qu'ici, il y a un peu une logique de gagnant-gagnant. Le cas d'Hippolyte Flandrin est intéressant à considérer. Fraîchement revenu de Rome, il va trouver Rambuteau à l'hôtel de ville et il s'en ouvre dans une lettre adressée à son frère Auguste.
Entre nous soit dit, je me suis bien promis de n'y pas retourner de si tôt, n'étant pas habitué à être reçu de cette façon, c'est-à-dire avec la sécheresse, avec la froideur la plus marquée, attendant que je parle, et ne me disant rien ni sur ce qu'il a vu, ni sur ce qu'il n'a pas vu. Malgré cela, je l'invitai de mon mieux à venir voir mon tableau. Il ne put me le promettre. En effet, voilà près de 15 jours écoulés, et pas de préfet. Donc ici, on est en présence d'un artiste plein d'espérance qui repart désappointé par l'attitude d'un haut fonctionnaire qu'il a visiblement trouvé peu sympathique. Mais ce témoignage peut nous faire sourire parce que Flandrin a compté parmi les artistes les plus choyés par la préfecture. Il a reçu très peu de temps après une première commande pour une chapelle à l'église Saint-Séverin, et cet essai étant concluant, il obtint ensuite des commandes encore plus prestigieuses. C'est lui qui remplaça notamment Ingres à Saint-Vincent-de-Paul en se partageant la commande avec Édouard Picot, et on constate ici qu'il ne devait plus ses commandes à son maître, puisqu'il a d'abord décliné la proposition de peur de froisser son bienfaiteur auquel on lui proposait de succéder. Il écrit à sa mère « J'ai manqué un bien beau travail. C'est celui dont M. Ingres s'était démis il y a quelques mois. C'était une belle et grande chose, mais ma position en face de M. Ingres était bien délicate et j'ai mieux aimé renoncer à une pareille tâche que de risquer de le blesser le moins du monde. » Parce qu'il faut aussi savoir que Ingres se vexait très facilement. Et c'est ainsi que Flandrin s'est vu rapidement confier des commandes en toute autonomie. Et surtout, c'est l'un des seuls artistes auquel a été confiée l'intégralité d'un décor, celui de Saint-Germain-des-Prés. Ce décor, c'est presque un unicum, l'habitude étant de diviser les décors en plusieurs commandes et de les éparpiller entre différents artistes. C'est un choix qui était régulièrement décrié, notamment par la critique qui faisait paraître des articles acerbes, au motif que l'harmonie générale d'un décor devenait une vaine chimère. La préfecture, elle agissait pourtant de la sorte, alors peut-être pour faire avancer les chantiers plus rapidement, et ça pouvait aussi lui permettre d'embrasser un peu toutes les tendances esthétiques de l'époque, mais il faut surtout avoir à l'esprit que c'était pour elle une contrainte. Politiquement, elle devait accorder des commandes à une variété d'artistes en poursuivant presque par là un idéal égalitaire. Il ne fallait pas qu'elle favorise trop une école au détriment d'une autre. Pratique habituelle à l'époque, les recommandations étaient légion et de très nombreuses lettres adressées à Rambuteau le prient d'accorder une commande, preuve de son influence prépondérante en la matière. Les artistes s'adressaient directement à lui, ou bien ils demandaient à son entourage, à ses relations proches, de lui écrire. Et donc tout cet entourage, toutes ces relations de Rambuteau, elles occupaient pour beaucoup d'entre elles des fonctions importantes, et donc Rambuteau devait les ménager. Il fallait accorder des commandes à leurs protégés lorsque c'était possible. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit bien aussi qu'à cette époque-là, le seul talent d'un artiste ne suffit pas. On peut être un artiste très brillant, si on n'a pas d'appui important, on a du mal à s'en sortir. Et pour satisfaire donc le plus grand nombre, il fallait morceler les commandes et le préfet devait parfois endosser le rôle de diplomate pour ménager les susceptibilités de chacun. Un témoignage plaide en ce sens, celui du sculpteur Antoine Étex au sujet de la décoration des colonnes de la barrière du trône. Ces colonnes, elles devaient être surmontées d'une sculpture représentant un souverain et les fûts devaient être aussi décorés de trophées sculptés. Et dans ses souvenirs, Étex rapporte qu'au cours d'un dîner chez le ministre de l'Intérieur, Rambuteau lui a expliqué qu'il souhaitait lui attribuer un morceau de choix. Justement, dit M. de Rambuteau, pour ce qui est de M. Étex, je le supprime chaque année sur la liste des travaux à commander, mais c'est pour lui conserver, à lui, enfant de Paris, un travail auquel il attachera son nom. Ce travail, c'est la barrière du trône. Mais en fait, les choses se sont vite gâtées pour notre sculpteur. Peu de temps après, il reçoit la visite de Varcollier, ce proche collaborateur de Rambuteau. Et donc, Étex nous dit « Monsieur Varcollier me dit que Monsieur le préfet, bien qu'ayant approuvé mon projet de décoration de la barrière du trône, avait dû céder à des influences considérables et changer les trophées d'armes en renommée pour donner du travail à d'autres artistes, mais qu'il avait tenu à ce que je restasse chargé des deux figures colossales de Saint-Louis et de Philippe Auguste. » Donc à ce stade, Étex, il voit la commande rognée, mais il conserve encore les deux morceaux les plus importants, c'est-à-dire les deux effigies de roi.
Mais bon, il poursuit. Mon désappointement augmenta lorsque M. Varcollier ajouta d'un air doucereux « Avant de vous envoyer la lettre officielle, je dois vous dire que ce pauvre Dumont n'a rien à faire. Nous voudrions bien le voir exécuter l'une de ses statues, mais le préfet ayant un engagement avec vous et des plus sérieux, il faut que de vous-même, vous renonciez à l'exécution de l'une de ces deux figures. Je m'exécutai de la meilleure grâce du monde. J'allai trouver M. Dumont. Nous tirâmes au sort. Je fis le Saint-Louis. » Et donc, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce témoignage de la part d'un artiste qui souhaite finalement montrer que la pensée qui a présidé à toutes les parties de cette décoration monumentale, elle émane de lui et de lui seul. Mais pour autant, il est avéré que la préfecture, elle pouvait être amenée à dépecer, si j'ose dire, certaines commandes. Le recours à Étex, républicain convaincu qui avait participé aux journées de juillet, mais qui a été très vite déçu par le régime de Louis-Philippe, ça démontre aussi que les chantiers de la préfecture, ils revêtaient une dimension plus politique. On devait aussi confier des commandes prestigieuses à des figures ouvertement en désaccord avec la monarchie. On les encadre, mais on les fait quand même travailler. L'administration, elle pouvait aussi abandonner certaines commandes à des artistes qu'elle appréciait peu et dont le désir d'indépendance pouvait vraiment compliquer les choses. L'église Saint-Denis du Saint-Sacrement en comporte un bel exemple avec la Pietà d'Eugène Delacroix. Et sans rentrer dans le détail des difficultés rencontrées par le peintre, il ressort qu'il n'avait pas été pressenti pour cette commande. Il était peu apprécié au sein de l'administration, et c'est ce qu'il rappelle avec l'altruisme qu'on lui connaît. Dans son journal, il n'évoque qu'une seule fois Rambuteau. Je le cite. « Le vieux scélérat ne m'a jamais adressé la parole dans le temps qu'il était préfet que pour me recommander de ne pas gâter son église de Saint-Denis du Saint-Sacrement. » Et il rappelle aussi que ce premier décor mural de sa carrière, il l'a obtenu de haute lutte. Varcollier consentit dédaigneusement à ce changement de personne, le préfet plus difficilement encore à ce que je crois, dans la profonde défiance où il était de mes minces talents. Donc voilà, là on retrouve aussi toute la douceur de Delacroix. Hein, voilà, Ingres se vexe vite, Delacroix c'est aussi une autre histoire, hein, c'est un autre type de poème on va dire. Mais en fait Delacroix il a certainement bénéficié d'appui extérieur pour emporter cette commande. Et on voit cependant que l'administration, elle acceptait de se laisser convaincre, si ce n'est vaincre, en abandonnant certaines commandes à des artistes particulièrement insistants. Toutes ces œuvres commandées répondaient à des enjeux variés, et l'un d'eux, très politique, consistait à emporter une adhésion la plus large possible. Pour cela, il fallait précisément éviter les messages trop connotés politiquement. C'était la feuille de route de Louis-Philippe, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le préfet, c'était un relais et de l'État et du souverain qui pouvait le révoquer à tout moment. Aussi, la politique artistique de Rambuteau, elle fonctionnait en écho aux attentes royales. Or, la monarchie de Juillet, elle prônait la réconciliation et finalement la fusion de deux France en une seule. La Restauration, elle avait eu pour dessein de renouer la chaîne des temps, mais en enjambant la Révolution considérée comme une sorte de parenthèse malheureuse, tandis que la monarchie de Juillet, elle voulait ressouder deux France en une seule, en assumant, pourrait-on dire, toute son histoire, y compris la plus récente. L'exemple le plus parlant, c'est probablement le palais de Versailles qui avait été transformé en musée dédié à toutes les gloires de la France, mais on peut aussi songer au réaménagement de la place de la Concorde, chantier sur lequel il y avait un partage de compétences entre le ministère de l'Intérieur et la préfecture de la Seine. Rambuteau, il était aux commandes lorsqu'on a installé l'obélisque de Luxor à l'endroit où s'élevait l'ancienne statue équestre de Louis XV. Ce monument égyptien, il avait l'avantage de n'avoir aucune dimension politique, il n'entretenait aucun lien avec l'histoire récente, et la préfecture a ensuite fait le choix de l'entourer de 8 allégories des principales villes de France, disposées de manière à évoquer la carte d'un territoire national que l'on souhaite uni et indivisible. Cette prudence à l'égard d'œuvres porteuses d'un message trop connoté se constate ailleurs dans l'espace public. La génération de Rambuteau, elle avait vécu de nombreux bouleversements. Elle avait vu les statues des souverains chuter de leurs piédestaux. Louis-Philippe n'a donc jamais cherché à avoir son effigie dans l'espace public. Mais aussi, on se rend compte que les statues de grands hommes commandées par la préfecture sont restées rares et elles prenaient place généralement sur des fontaines, un élément jugé secondaire puisqu'il avait une fonction utilitaire.
La plus célèbre, c'est peut-être la fontaine Molière que vous avez à gauche. Face à la pression populaire, la préfecture a récupéré ce projet qui à l'origine émanait de la Comédie Française et le bronze de Molière n'a pas été installé au centre d'une place, mais à l'angle d'une maison, ce qui est beaucoup moins démonstratif. On peut aussi mentionner la fontaine qui se trouve devant Saint-Sulpice, avec ses représentations de prédicateurs du XVIIe siècle. On préférait donc des figures historiques à des personnalités récemment disparues. Il y a en revanche une fontaine qui est un hommage rendu à l'anatomiste Georges Cuvier, qui était mort récemment en 1832. Toutefois, vous remarquez que ce n'est pas l'effigie de Cuvier que l'on contemple, c'est une allégorie de l'histoire naturelle surmontée de la dédicace à Georges Cuvier. On voit donc que la préfecture elle a su rester extrêmement prudente vis-à-vis de l'effigie du grand homme dans l'espace public. D'autres commandes semblaient prêcher plus directement un discours d'apaisement, reflet de la concorde que le régime entendait faire régner dans le pays. La figure d'Henri IV en est un très bon exemple. En 1838, un haut-relief de bronze représentant ce souverain est installé au-dessus de l'entrée principale de l'hôtel de ville. Mais il s'agissait en réalité d'une restitution, la restitution du haut-relief qui s'y trouvait sous l'Ancien Régime. Détruit durant la Révolution, un haut-relief en plâtre platiné avait été installé sous la Restauration, mais c'est avec Rambuteau que la version définitive en bronze est commandée. Figure déjà très populaire sous la Restauration, Henri IV a continué à être exploité par la monarchie de Juillet pour des raisons similaires. Ancêtre de Louis-Philippe, ce roi pacifique avait mis un terme à la guerre civile en faisant son entrée dans Paris, et l'allusion à Louis-Philippe, elle est évidente. On évoque le roi des Français issu des barricades des journées de juillet, et c'est précisément au sein de l'hôtel de ville que Louis-Philippe avait été acclamé après avoir été nommé lieutenant général du royaume. Ainsi, ce haut-relief, il permettait de renouer avec la grande histoire, y compris celle des rois de l'Ancien Régime, mais surtout c'était un rappel de la légitimité que Louis-Philippe tirait du peuple. D'autres commandes de la préfecture devaient permettre d'insister sur la réconciliation nationale au travers d'un message didactique, et cela se retrouvait aussi sur le plan religieux. La monarchie de Juillet, elle résultait d'une révolution aux prétentions anticléricales, mais rapidement le régime a opéré un tournant et il n'a eu de cesse de se rapprocher de l'Église. C'est ce qui transparaît avec donc cette ambitieuse grisaille du chœur de Saint-Denis du Saint-Sacrement. Véritable peinture d'histoire, on y trouve Saint-Denis, premier évêque de Paris, qui prêche aux barbares. Dans la partie droite, les Gaulois se détournent de l'autel des faux dieux, tandis qu'un druide cherche vainement à les retenir. D'autres écoutent déjà l'évêque avec attention. Les conversions s'opèrent par le baptême dans la partie gauche. Et au centre, la position frontale de Saint-Denis a pour effet de prendre à partie l'observateur dès qu'il pénètre dans l'église. Ainsi, il se retrouve intégré au récit imagé. Et donc, l'observateur, il pouvait s'identifier aux Gaulois en train de sortir de leur état de barbarie, c'est-à-dire s'identifier à ses propres ancêtres, les premiers chrétiens de la Gaule. Et donc, avec cette œuvre, un parallèle est fait entre les temps primitifs et les temps actuels. Le peuple français, il sort d'une époque révolutionnaire, il devait imiter ses ancêtres en opérant non pas sa conversion, mais sa reconversion. Et donc, on voit qu'il était fait état de la religion restaurée et du besoin pour le fidèle de s'en faire l'acteur. Cette peinture, c'est un autre bon exemple de la perméabilité des commandes de la préfecture avec la politique menée par le régime qui cherchait à concevoir une histoire nationale, à organiser le passé de la nation et à inscrire la monarchie de Juillet dans une continuité historique. Tout dernier exemple de grand décor avec cette esquisse d'Édouard Picot, donc cet autre habitué des commandes préfectorales. L'un des plafonds des salons de l'hôtel de ville affichait cette allégorie triomphante de la ville de Paris. Sa prospérité, aussi bien économique que culturelle, elle la doit aux générations précédentes, à toutes ces grandes figures parisiennes personnifiées dans les cieux qui semblent veiller sur les générations suivantes. Donc là encore, dans la maison du préfet, qui symboliquement était aussi la maison des Parisiens, nous trouvons un sujet finalement assez simple qui ne pouvait faire que l'unanimité. Cet aperçu lacunaire de l'action de Rambuteau et de son administration en faveur de l'ensemble de la ville, il nous aide à saisir quelques-uns des enjeux qui avaient cours. Rambuteau, ce n'était pas un amateur d'art, il n'a jamais collectionné,
mais il avait pleinement saisi les enjeux de ce qu'on peut appeler... Excusez-moi, je ne vous avais pas montré l'œuvre, non? Si, je suis reparti en arrière sans m'en rendre compte, excusez-moi. Voilà. Et donc voilà, pardon, je reviens donc avec cette œuvre de Picot. Et donc, comme je le disais, Rambuteau, il avait pleinement saisi les enjeux de ce qu'on peut bien appeler un mécénat officiel. Avec tous ses collaborateurs, il a concrétisé, il a prolongé une démarche de rationalisation de l'espace urbain. Cette rationalisation, elle était en partie tributaire de la transformation de nombre de monuments en signalétique forte à même de structurer et d'organiser la ville. Elle a été étayée par une réflexion sur le besoin de concilier et même de réconcilier le nouveau avec l'ancien. Vieux Paris et Paris moderne ne s'excluaient plus nécessairement l'un l'autre. Et il s'agissait également de soutenir la réputation de la capitale dans un contexte de concurrence internationale, ce qui s'est aussi traduit par les décors des places publiques et des monuments. On mesure également comment le préfet était en mesure de répercuter les vues du régime en concevant et en appliquant sa propre politique culturelle et patrimoniale. Et la prépondérance de la préfecture en ces domaines résultait bien de son champ de compétences étendu, agissant à la fois sur le plan municipal et le plan préfectoral. Rambuteau, c'était bien le premier mécène de la capitale française. J'ai commencé avec les ruines de la grande galerie de l'Hôtel de Ville. Aussi, je préfère vous laisser et terminer en vous la montrant comme Rambuteau l'a voulu. Rambuteau, il est décédé en 1869 dans sa Bourgogne natale à l'âge de 88 ans. Donc on peut se consoler en se disant qu'il n'aura jamais eu le chagrin de connaître sa grande galerie à l'état d'une ruine piranésienne. Et je vous remercie.